bien sûr, c'est écrit en anglais. Hein. Il y a une adresse mail, il y a un numéro. Il faut répondre dans les 24 heures. Et puis une fois que vous avez répondu, on vous raquette. Pour moi, 3 800 €. Et depuis ce jour, en septembre dernier, l'entreprise Clermont-Pièce ne répond plus. Elle a cessé son activité, est en liquidation. Comme elle, des milliers d'entreprises en France doivent faire face chaque jour à des cyberattaques. Et l'Auvergne n'est pas épargnée. Michelin, Total et bien d'autres ont été victimes des pirates 2.0. Alors, quelle est la réalité des menaces en octobre 2017 ? D'où viennent-elles et surtout comment leur faire face ? Voici les principaux thèmes de ce dimanche en politique. Bonjour à toutes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors, pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, voici quelques chiffres pour commencer. 350 000 codes malveillants sont générés par jour dans le monde à travers le web, c'est absolument considérable. Et puis, deuxième chiffre, 29 attaques par entreprise en 2016. En 2016, c'est une moyenne par rapport à 2015. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises ont eu 29 attaques, mais que si chaque entreprise, par rapport au nombre d'attaques, eh bien, elles en auraient eu ce chiffre-là. C'est absolument considérable. Alors, avant de vous présenter nos invités, je me tourne vers Maxime Badounendic. Bonjour Maxime. Bonjour Pierre-Olivier. Sur le web, il y a évidemment beaucoup de contributions, de commentaires sur ce sujet, et parfois là où on ne les attend pas en plus. Et oui, puisqu'en fait ce sujet concerne finalement tout le monde. Alors les occasions sont nombreuses d'en parler, parfois c'est anecdotique, comme ce piratage de panneaux d'affichage à Paris rapporté par le Parisien. François Fillon rend l'argent, indiquent les panneaux de la ville en pleine campagne présidentielle et en pleine polémique pour le candidat en avril dernier. 2 ans plus tôt, c'était déjà arrivé à Lille. Un hacker avait démontré à nos collègues de la Voix du Nord la facilité avec laquelle on pouvait pirater ces panneaux à distance, simplement avec un ordinateur et un boîtier muni d'une antenne, nous explique l'article. Peu de dégâts dans ces situations, mais les piratages peuvent être autrement plus dangereux. Risque de piratage pour 1 demi-million de pacemakers. Ah oui, là, c'est carrément pour la santé que c'est dangereux. Exactement. Ouais. Et la FDA, en fait, c'est la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui avait appelé les porteurs de certains appareils à les mettre à jour pour se prémunir d'une attaque. Comme vous l'avez dit, littéralement des attaques pour ces personnes-là, puisque une faille de sécurité laissait une porte d'entrée dans l'appareil, ce qui permettait de contrôler le rythme et de vider la batterie des pacemakers. Et puis il y a 10 ans déjà, nous informe l'article, le vice-président américain lui-même, Dick Cheney, avait d'ailleurs enlevé l'option sans fil de son pacemaker pour éviter tout risque d'attaque comme celle-ci. Et puis je termine avec une dernière objet vulnérable, prudence face aux jouets connectés pour enfants. Nous prévient la RTBF. C'était pour des peluches connectées. Elle nous invitait à la prudence le 18 octobre, donc c'était tout récemment. C'est les poupées qui font peur, hein, là, c'est ça ? Exactement. C'est pas vraiment la poupée le problème, c'est comment elle fonctionne. En fait, 800 000 comptes liés à ces peluches, donc les propriétaires, avaient été piratés via les serveurs du fabricant. C'était en début d'année. Et les hackers avaient eu accès à des adresses de courriel, à des mots de passe, des conversations vocales enregistrées par les peluches. Et ils pouvaient même tracer les gens jusque chez eux. Et donc, c'était une véritable intrusion qui a permis aux hackers de demander des rançons aux propriétaires des peluches. Mais je m'arrête là parce qu'on pourrait continuer toute une émission avec des exemples sur ce sujet. On va faire toute une émission sur ces sujets et malheureusement certains encore plus importants. Sur ce plateau, Julien Hérial, vous êtes entrepreneur et puis créateur du 2SIA, le premier salon sécurité informatique en Auvergne. Bonjour et merci d'être là. Pascal Dutilleul, vous êtes commandant au SRPJ de Clermont-Ferrand et attaché à la lutte contre la cybercriminalité. Bonjour. Et puis Frédéric Mans, vous êtes conseiller numérique et puis référent depuis cette semaine du site cybermalveillance.gouv.fr. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Monsieur Dutilleul. Quels sont d'abord les types de cyberattaques ? Effectivement, que ce soit en Auvergne ou ailleurs, aucune personne physique ou morale n'est à l'abri des cyberattaques, qu'il s'agisse de PME, TPE comme Clermont-Pièce ou de grands groupes comme Michelin-Limagrin. Aucun internaute n'est à l'abri de ces cyber-escrocs ou hackers agissant en toute impunité à partir de pays qui ne collaborent pas ou très peu
avec les autorités judiciaires Ça françaises. vient d'où, puisqu'on y est? Eh bien, pour les attaques visant les systèmes de traitement automatisé de données, les attaques purement informatiques des pays de l'Est, la Russie, les pays de l'Est, et pour ce qui concerne les escroqueries par faux ordre de virement international, qui ont causé des préjudices énormes aux entreprises d'Israël et du Nigeria. Et du Nigeria, avec un type un petit peu particulier, là, c'est entre les mails que ça se joue. Alors pour ce qui concerne le Nigeria, oui, ce sont les spécialistes des escroqueries par mail phishing, dit à la nigériane, qui consiste à pirater la boîte mail des entreprises qui commercent avec l'Asie. Et elles seules. Dans un deuxième temps, de pirater la boîte mail de leurs fournisseurs asiatiques, d'observer les échanges et, au moment opportun, de demander le paiement de la prochaine facture vers un nouveau compte dont ils donnent les coordonnées bancaires à l'étranger sous divers prétextes. Alors, les entreprises, on dit, Monsieur Nérial, 80% des entreprises déclarent avoir subi au moins une attaque dans l'année. C'est votre cas dans votre société? Alors, dans l'entreprise Nérial, oui, on a attaqué tous les jours. Tous les jours? On a attaqué tous les jours. Donc c'est notre métier, donc on est bien protégé et heureusement pour nous, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de conséquences. Donc on a toujours réussi à parer les attaques ou avoir des systèmes qui permettaient de pallier à des coupures momentanées de certaines fonctionnalités. Chez nos clients, nous, notre métier, c'est l'infogérance et l'hébergement. Donc on est confronté toute l'année et tous les jours à des clients qui, eux, sont attaqués aussi tous les jours. Et qui parfois ne savent pas se défendre, comme on l'a vu avec Clermont-Pièce. Alors avec différents niveaux de conscience, Clermont-Pièce est un excellent exemple, puisqu'on le voit dans ce qu'il dit, la conscience était limitée, et puis dans une TPE-PME, il est normal que le chef d'entreprise ne soit pas un spécialiste de la cybersécurité, et dans le cas de Clermont-Pièce, malheureusement, il s'en est rendu compte trop tard. Mais c'est le quotidien. Pour vous donner une idée, sur 2017, chez Nérial, il y a eu 10 vagues d'attaques ransomware, sur laquelle à chaque fois, nous, dans les 1000 clients actifs, environ 10 clients en moyenne sont touchés à chaque fois, sur les vagues de 10 attaques. Alors c'est quoi, du rançongiciel principalement Oui, il y a du rançongiciel ou ransomware ou attaque par cryptolocker, tout ça c'est pareil. Ça commence par un spam avec une pièce jointe au format rassurant, .doc, .pdf, .zip. Donc on ouvre cette pièce et on fait entrer le... C'est ça. Exactement. Alors là, c'est là où effectivement c'est l'utilisateur qui fait entrer le virus, qui exécute le virus. Donc c'est là où c'est vraiment très, très particulier pour les entreprises à appréhender, puisqu'on se dit, il suffit d'éduquer, oui, mais non, et c'est tellement bien fait, comme on en utilise, on sait quelque chose, parce qu'ils en voient beaucoup passer que c'est vraiment compliqué à déceler pour une partie des gens. Voilà, donc toutes les données de l'entreprise visée sont cryptées et les sauvegardes sont cryptées également si elles sont connectées au système informatique. L'ensemble est crypté. Et pour obtenir une clé de décryptage, il faut payer une rançon en Bitcoin, monnaie virtuelle, via le réseau Tor, The Onion Router, très difficilement traçable. Voilà. Et si une banque reçoit un ordre de virement, elle est obligée de l'exécuter, elle n'est pas responsable? Où elle l'est? Alors, si un faux ordre de virement est transmis à la banque et que la banque exécute ce faux ordre de virement, elle est responsable. C'est les articles L133, 18 et 24 du Code monétaire et financier. En revanche, merci de la précision. si le faux ordre de virement est envoyé à une entreprise et que l'entreprise demande à sa banque de faire le virement, c'est l'entreprise qui est responsable. Ah oui. Ça arrive souvent, vous qui êtes au cœur de ces problématiques? Alors non, et moi j'ai appris la semaine dernière sur le 2SIA avec le commandant du Tilleul que j'ai des clients qui avaient été touchés, mais en l'occurrence, nous on est hors de ces échanges. Ils n'appellent pas leur prestataire informatique, puisque là on est sur un sujet qui dépasse la technique informatique. C'est vraiment une arnaque. Les particuliers sont victimes du même type d'attaque ou c'est un peu différent, ou du même type d'escroquerie? Je dirais que le pirate, à la base, il s'en fiche un peu de savoir que ce soit un particulier ou une entreprise. Il envoie une attaque et en fait, c'est un peu comme la pêche. Une fois qu'on a lancé le filet, on remonte tous les échantillons. Alors si au passage dedans, on récupère une entreprise, un avocat, un médecin, l'information est d'autant plus intéressante puisqu'il aura les moyens et il aura souvent tendance à payer. Donc le pirate, aujourd'hui, il attaque tout le monde. Qu'on habite Clermont, Courpierre, Vaux-Montagne, Lyon. Oui, il n'y a pas de différence entre les zones rurales et les villes, là, pour non, le coup. Au contraire. Ouais. Et parfois, les escrocs, les hackers ciblent une personne morale en particulier. Oui. C'est ce qu'on appelle le spear phishing, le phishing, mais ciblé sur une entreprise en particulier. Parce qu'on sait
Parce qu'on Qu'elle sait dispose qu'il y a- de beaucoup de fonds, par exemple Exactement. Donc là, tout commence par un mail envoyé par le PDG d'une entreprise à son bras droit, un mail invitant le numéro 2 de l'entreprise à se connecter à l'Office 365 de Microsoft, l'interface de partage de fichiers, sous les yeux numériques de l'escroc. Le bras droit de l'entreprise saisit le login et le mot de passe, se connecte et ça permet aux hackers de s'emparer de ce login et du mot de passe. Tout à fait, de faire en sorte que tous les mails reçus par le numéro 2 soient envoyés vers un nouveau compte créé à l'étranger pour l'occasion. Et ensuite, les données très intéressantes et stratégiques, puisque obtenues au plus haut niveau d'une entreprise ou d'un groupe, peuvent être utilisées pour des opérations donner boursières. des ordres en dessous et crédibiliser finalement tout ce qui est en dessous. On l'a dit tout à l'heure, 350 000 codes malveillants. Ça veut dire qu'il y a très clairement des entreprises qui ne font que ça. Frédéric Mans. Oui, tout à fait. Il y a le côté, je dirais, obscur. Le dark web, c'est ça Oui, enfin, je dirais, là où vous avez une entreprise qui a pignon sur rue, qui a une activité légale, vous avez aujourd'hui quasiment une entreprise qui travaille du côté dark web ou autre et qui est là pour récupérer de l'argent. Donc là où vous vendez des pièces automobiles ou des pièces, il y a des gens qui vont vendre des virus, des ransomware, qui vont vendre des services de diffusion et en fait, ils travaillent ensemble avec comme motivation d'essayer de récupérer le maximum d'argent en faisant le maximum de victimes. J'ai quelques chiffres à donner là-dessus d'ailleurs. Alors les données de 6 millions d'utilisateurs Instagram, donc là c'est pas l'entreprise en elle-même qui est attaquée, mais c'est les comptes qu'elle renferme finalement. 6 millions d'utilisateurs Instagram piratés en 2017, avec les numéros de téléphone, les adresses et les courriels de quelques stars. Idem pour 30 millions d'utilisateurs d'un site extra-conjugal Ashley Madison en 2015. Les identifiants et mots de passe de 150 millions de comptes clients de l'éditeur Adobe avec leur numéro de carte bancaire et les dates d'expiration qui avaient été dérobées en 2013. Et il y a d'autres exemples chez Sony et chez Yahoo. Alors est-ce que finalement, on peut se protéger? Puisque là, on voit que ce sont quand même des grosses entreprises avec, on l'imagine, de gros services de protection. Et pourtant, il y a des failles. On peut se protéger, ça c'est sûr qu'on peut se protéger. Dans le monde de la cybersécurité, le sang n'existe pas. Donc ça, c'est la complexité. Donc typiquement, sur des données, on a des technologies aujourd'hui comme le chiffrement qui permettent de garantir que même si les données sont perdues ou subtilisées par quelqu'un d'extérieur, il ne pourra pas les déchiffrer et les exploiter. Donc techniquement, il y a des choses quand même assez évoluées qui existent. Alors justement, quelles sont les méthodes justement alors pour se prévenir? D'abord, quand on est une entreprise. Alors quand on est une entreprise, pour revenir vraiment à la base, aujourd'hui, il faut avoir conscience que ces données, elles sont vitales pour toutes les entreprises. Le chef d'entreprise doit intégrer ces données. Ensuite, quand on sait ça, il faut mettre en place une solution de sauvegarde fiable, qui sera, dans la plupart des cas des attaques qui font mal, une solution pour revenir, pour pouvoir faire redémarrer une activité. Ensuite, il y a une solution par type d'attaque. Donc on ne va pas toutes les lister, mais contre les ransomware qui font très mal depuis 2 ans, on a des solutions qui existent et qui ne coûtent pas cher. Celles-là, elles sont accessibles aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut prévenir et que le chef d'entreprise doit, à l'avance, quand tout va bien, acquérir quoi? Certains types d'antivirus, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. C'est des solutions contre ce type d'attaque. Alors, on ne connaît pas le type d'attaque de l'année prochaine, 2018, donc on ne connaît pas la solution. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas au 100%. Mais celles qu'on connaît, et il y en a beaucoup, on a les solutions. Pascal Dutilleul, vous voyez beaucoup, vous, d'entreprises, malheureusement, quand elles s'adressent à vous en général, c'est qu'il y a un véritable problème. Oui. Ça vient d'où? C'est justement un problème de culture dans la sécurité informatique? Oui, les grands groupes maintenant ont pris des mesures. C'est pourquoi les escrocs visent les PME, TPE en priorité, notamment par les faux ordres de virements internationaux. Il y avait une accalmie pendant 2 ans en Auvergne, mais là ça reprend à fond depuis mai dernier. Nous avons vu notamment une entreprise pharmaceutique qui a viré 57 000 euros vers la BNP de Varsovie. 3 semaines plus tard, un établissement financier important à Chamalières, 1,2 million d'euros vers la même banque à BNP de Varsovie. L'argent a pu être récupéré. C'est l'argent qui est récupéré, ça ou pas? Si. Alors, les 57 000 euros de la société pharmaceutique a rebondi dans les 48 heures de Pologne vers la Chine. Par contre, pour l'établissement financier dont je vous parle, l'argent a pu être récupéré grâce à un contre-appel de la BNP de Varsovie vers cet établissement financier.
Et une autre société, un constructeur de maisons individuelles dans le Cantal, a perdu récemment 546 000 euros. Qu'il n'a pas pu récupérer. Il a pu récupérer 200 000 euros. Ah, oui. En fait, il faut être très réactif. Oui, c'est ça. Dans les 24-48 heures. On va voir d'ailleurs, hein, c'est énorme, hein, c'est le cabinet PwC qui le dit. Le coût de la cybercriminalité en France, 2016, plus de 3 milliards, 3 milliards 36. C'est énorme. Alors ça englobe tout. On a discuté de ce chiffre. Hein. On ne sait pas trop. Vous avancez en tout cas 630 millions, c'est sûr. C'est sûr pour les faux ordres de virement internationaux. Voilà. Hein, ne serait-ce que pour ça. Depuis le 1er janvier 2012, on est à plus de 630 millions d'euros pour les entreprises françaises ou implantées en France. Et en Auvergne, on est à ce jour à 18 66 156 euros pour les 4 départements d'Auvergne. Pour les 4 départements d'Auvergne. Plus de 18 millions. C'est considérable. Que doit faire le chef d'entreprise ou le responsable informatique quand il se rend compte qu'il y a un ordre qui est parti et que ça sent le roussi? Immédiatement demander à sa banque de bloquer les fonds, à sa banque et à la banque destinataire des fonds à l'étranger, dans un premier temps, et juste après, nous prévenir. Appeler le SRPJ de Clermont-Ferrand pour l'Auvergne ou le service de police judiciaire territorialement compétent. Pourquoi ? Parce que nous pouvons geler les fonds de manière officieuse dans un premier temps. Via Tracfin, c'est ça. Il y a des organismes internationaux qui existent quand même, la riposte. Tout à fait. Il y a parce que plusieurs l'attaque canaux. Internationale, il faut organiser la défense au niveau mondial quasiment. Exactement. Donc soit on utilise le canal de Tracfin qui active son homologue dans le pays concerné, la cellule de renseignement financier du pays concerné, soit nous activons les attachés de sécurité intérieure de la police dans les différents pays qui sont activés via Europol ou Interpol en fonction. Et ensuite, la demande officieuse de gel des fonds est confirmée par une ordonnance prise par un magistrat. Et qui permet, donc, quand on va vite, plutôt de récupérer les fonds. Exactement. Pour les particuliers, les attaques principales, il y a l'arnaque à la carte bleue, et puis aussi, on l'a dit, le harcèlement sur Facebook qui est traité, qui est notre problème, mais qui est une forme aussi de cyberattaque. Qu'est-ce que doivent faire les particuliers pour, justement, pas se faire avoir, Frédéric Mans? Comme pour les entreprises, imaginez un moyen de sauvegarde, parce que souvent, en tant qu'un particulier, on a tendance à stocker toutes ses photos sur son PC, et le jour où on le perd parce qu'il est tombé en panne ou il est victime d'un ransomware ou d'autre chose, les gens perdent leurs données. Donc la sauvegarde, de toute façon, c'est valable pour tout le monde, particuliers, entreprises et autres. Pareil, ça c'est pareil pour les entreprises. Mais ça représente un coût quand on a des données importantes. Ça représente un coût. Il faut voir l'enjeu. Pour un particulier, l'enjeu qui perd ses photos, c'est quand même souvent des vrais traumatismes. Pour une entreprise... C'est plutôt sentimental, là. C'est sentimental, mais c'est un traumatisme. Et pour les entreprises, c'est plus qu'un traumatisme, parce que ça peut aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Ce qu'on a vu avec Clermont-Pièce. On rebondit pour les particuliers, parce qu'on a une question de Catherine, parce qu'elle avait été surprise par le coût pour les entreprises. Et justement, quels sont les risques encourus par les particuliers quand ils se font rançonner? Ils peuvent perdre leurs données, on peut usurper leur identité, et puis après, je dirais qu'il y a toute une série de tentatives d'escroquerie. Là, je vois, il y a 2 jours, j'ai eu une personne, en fait, elle a eu sur son PC un écran lui disant qu'elle était infectée, et que si elle voulait qu'on lui nettoie, il fallait qu'elle appelle un numéro en région parisienne, et la personne lui proposait 290 € pour nettoyer son PC. À distance. À distance. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? En fait, la personne a dit écoutez, je vous rappelle. Elle a coupé court et après elle nous a contactés. Et en fait, quand on a analysé, il n'y avait pas de virus. C'était simplement une entreprise qui essaye de récupérer de l'argent en faisant une fausse prestation de nettoyage. C'est-à-dire qu'elle a envoyé quand même un espèce de message d'alerte. Mais c'était tout, il n'y avait rien derrière. Tout à fait, simplement ils avaient Et l'arnaque, elle se fait au téléphone, à l'ancienne, comme on dirait. Voilà, et puis si vous payez les 290 €, ils prennent la main sur la machine, ils vous déverrouillent, en fait, il n'y a pas de virus. Voilà. Et nous avons constaté de notre côté que les mêmes escrocs franco-israéliens, agissant à partir de call centers à Tel Aviv, attaquent les entreprises et aussi les particuliers. Il s'agit de la même bande et ils attaquent les particuliers avec notamment des escroqueries à l'assurance vie. L'escroc se fait passer pour un avocat. Il téléphone à une personne en deuil, qu'il a repérée dans la rubrique nécrologie de la montagne, par exemple, et il lui dit que le défunt avait souscrit de son vivant une assurance vie, mais que pour percevoir la prime, il faut d'abord payer les cotisations impayées par le défunt et les honoraires d'avocat. Donc ça monte tout de suite à 50, 60 000 €.
voyez. D'accord. Ouais, il pirate également les C'est- messageries. Il y a eu un film là-dessus, hein, Je compte sur vous, Voilà, qui avec, était autour de l'escroquerie au président. Exactement. Et il y avait Julie Gaillet qui jouait dedans, mais ça n'a rien à voir. Mais Tout à fait. Julie Gaillet, Vincent Elbaz, voilà. et c'est la vie de Gilbert c'était quoi Chicly. l'escroquerie au président? C'est quoi comme logique? L'escroquerie au président, donc qui a été imaginé par Gilbert Chicly en personne, hein, celui qui est à l'origine du film. Il s'agit de se faire passer pour le dirigeant d'une entreprise ou pour un avocat ou un notaire mandaté par lui, de téléphoner au comptable ou au directeur administratif et financier et de demander un virement exceptionnel, confidentiel et extrêmement urgent, de préférence un vendredi après-midi avant la fermeture des banques, pour nous empêcher de réagir. Cette opération confidentielle peut avoir pour but d'acquérir des parts de marché, de réaliser une OPA soi-disant sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Ouais. Il y a tout un etc. aspect psychologique quand même, hein, finalement, parce qu'on est évidemment dans la technique informatique et les codes, mais il reste des jeux d'influence qui font que ça marche ou pas. Ouais, c'est un nouveau levier pour les arnaques organisées. Hein, donc, Tout à fait. ça, c'est une partie importante. Et l'autre partie, c'est la technique, celle qu'on ne voit pas. Les arnaques, on les voit, et puis il y a toute une partie qu'on ne voit pas. Alors, on va parler un petit peu maintenant de ce qu'on peut faire, de la prévention. La première des choses que je voudrais savoir, c'est est-ce que finalement, en France, on a une culture peut-être pas vraiment assez paranoïaque, employons le mot peut-être, et on est plus victime que d'autres pays des attaques. Alors, Ça vient de notre culture, on doit changer là-dessus, évoluer? c'est sûr que ça vient de la culture, l'analyse psychologique, je ne la connais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, un patron, quand on lui parle de sécurité, il se met en défensif. Lui-même, il se met en défensif. Alors qu'il devrait avoir la démarche inverse, c'est poser une vraie stratégie de sécurité pour son entreprise, aussi pour la partie de ses données. Puisqu'aujourd'hui, sans ces données, tout le monde a bien conscience qu'on ne peut plus faire tourner une boutique. Donc ça, c'est le premier point, culturellement, où on a des années de retard, à mon sens. Et la prise de conscience, elle a assez duré. Maintenant, il faut que tout le monde en ait conscience. Tout à fait. Nous sommes connus pour être des cibles. Les escrocs africains nous appellent les toubabs, mais aussi les mougous. Les mougous qui veut dire pigeon. Voilà. Et nous sommes attaqués par les escrocs franco-israéliens tout simplement parce qu'ils sont francophones. Donc nous sommes attaqués. Les pays francophones sont attaqués en priorité Par des francophones, par mais des francophones à agissant à l'extérieur. partir d'Israël. D'accord. Alors, le gouvernement a réagi aussi. Depuis cette semaine, c'est tout récent, il y a un site, le site Cybermalveillance. Ah non, c'est pas celui-là. On va en parler, ça peut-être. Ce sera un site, celui-là. Non, Oui, voilà, c'est Cybermalveillance. Ça, c'est en ligne. Particulier, entreprise, prestataire peut y aller. Vous êtes, Monsieur Mans, référent pour ce site. Quel va être votre rôle, par exemple, en Auvergne? Là, je dirais que le site a été lancé mardi et en 3 jours, on a déjà eu 3 demandes. Alors pour le moment, c'est 2 particuliers et une entreprise. C'était pas méchant, mais enfin, les gens se sont retrouvés complètement démunis et mode panique. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus accès à mes données. Et en fait, finalement, ils ont eu de la chance. C'était pas trop méchant. C'était juste un nettoyage à faire. Donc, en passant par ce site, on est renvoyé, en fait, selon là où on habite, vers des spécialistes, vers des entreprises, c'est ça? Tout à fait, des spécialistes homologués par la plateforme, Ils sont référencés. Voilà, il y a eu 1300 demandes à ce jour, je pense, et la plupart ont été homologués, mais pas tous. C'est contrôlé. On a vu également donc apparaître une autre palette, et là, c'est la possibilité, ça sera la possibilité dès janvier 2018 de porter plainte en ligne pour tous ces types d'escroqueries. Pascal Dutilleul, ça permettra d'aller plus vite? Oui, tout à fait. Il s'agit de la plateforme Thésée, en cours d'élaboration par notre office de la cybercriminalité, qui permettra aux particuliers de déposer plainte en ligne, effectivement, soit à partir de leur domicile, soit au commissariat, en étant aidés par un officier de police judiciaire, pour les personnes qui sont allergiques à l'informatique. Commissaire, dites-moi, les escroqueries à la romance, qu'est-ce que c'est, ça? C'est ce qu'on appelle également love scam. Vous savez, ce sont les gens qui sont à la recherche de l'âme sœur sur Internet et qui se font escroquer par de jolies ivoiriennes ou ukrainiennes qui leur demandent de leur envoyer des fonds pour les faire venir en France, sous divers prétextes. Alors, on a un commentaire de Myriam, justement, sur la protection, qui nous dit « Le meilleur barrage aux attaques, finalement, sur Internet reste encore d'utiliser Linux en système d'exploitation. » Donc, Linux, c'est comme Windows ou comme Mac OS, on va dire. C'est gratuit, pratique, je ne vois pas quoi demander d'autre. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, qu'on a
pas de risque d'attaque sur Linux. Est-ce que c'est pas justement parce que c'est rare comme système d'exploitation et que ça intéresse moins les hackers? Assez Non. brièvement, hein, allez-y. Non, je dirais que l'environnement Linux est surtout utilisé pour les entreprises, pour les serveurs web et autres. Je dirais la surface d'attaque est moindre que par rapport à un Windows ou à un système Mac OS X. Mac OS X, c'est attaqué aussi. Hein. Oui, Pendant oui, un mais temps, on a dit que les Mac n'étaient pas attaqués. C'est pas les vrai. malwares, les attaques ciblent toutes les plateformes. Simplement, les moins attaqués sont Linux, Mac OS X, et après Windows, c'est le top 10 des attaques. Oui, parce qu'il y en a plus, donc... Voilà, mais il y en a partout. Simplement, le problème que l'on a, c'est souvent les gens qui sont sous Mac et sous Linux ont comme idée, je suis à l'abri, ma plateforme n'est jamais attaquée. Et c'est là où ça peut devenir Fausse mauvaise dangereux idée. parce qu'ils se sentent totalement invulnérables. Merci. Très brièvement, un conseil qu'il faut donner à tout le monde. Déposer plainte, déjà. Déposer plainte et vérifier l'adresse mail, vérifier l'adresse des mails suspects. Suspects et surtout pas de les ouvrir s'ils sont suspects. Eh bien, merci à tous les trois de nous avoir éclairés et puis merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de France 3 Auvergne qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à vous, Maxime. Et puis la semaine prochaine, dans Dimanche en politique, Dimanche en politique sera présenté par Cyril Jeunet et consacré notamment à l'expérience Territoire zéro chômeur à Thiers. Tout de suite les infos. Très bel après-midi à toutes et à tous. À bientôt.